mariage d'Héphaïstos, Aphrodite, Zeus et Héra viennent d'être célébrés et la fête bat son plein. L'alcool coule à flot et personne n'a pris la peine d'inviter modération. Car oui, l'alcool se consomme avec modération. Héra était tellement heureuse de son mariage et si éméchée qu'elle ne remarqua même pas que Zeus, fidèle à lui-même, avait les yeux baladeurs. Ses yeux étaient particulièrement intéressés par la danse d'une nymphe, Leto. Elle était la fille de Phébé et de Coéos, et tous trois venaient de bénéficier de la grâce de Zeus. Ainsi, en plus de célébrer les mariages, ceux-ci célébraient leur récente liberté. Et évidemment, vous l'aurez compris, ce qui intéresse Zeus chez Leto, ce ne sont pas ses pas de danse. Mais une divinité qui connaissait Zeus comme si elle l'avait fait, avait bel et bien, elle, remarqué que Zeus reluquait Leto. Tu penses qu'elle ne pourra pas refuser tes avances car tu lui as offert la liberté ? Lui souffla Métis. Regarde, Zeus se plongea dans celui de celle qui l'avait élevé. Rusée, c'est son attribution divine en même temps. Elle devina immédiatement les intentions de Zeus. Oh non Zeus, il en est hors de question. Je suis comme une mère pour toi. Et puis, c'est le jour de ton mariage. N'as-tu donc aucune forme de décence ? Lui dit-elle. Métis a beau être la divinité de la sagesse et de la ruse, elle a oublié 3 choses. De 1, l'inceste n'a jamais été un problème pour un dieu. Zeus vient de se marier avec sa sœur en même temps. Et ce n'est même pas sa mère biologique, donc c'est clairement pas ça qui va gêner Zeus. Deuxième point, non, Zeus n'a aucune décence et il s'en moque royalement. Troisième chose, Zeus est malin. Il a donc bien remarqué qu'il plaisait à Métis. Alors certes, Métis a connu Zeus alors qu'il n'était qu'un bébé. Ça peut paraître gênant. Mais j'imagine que quand tu vis une éternité, au bout d'un moment, il y a prescription. La différence d'âge, ça compte pas trop, quoi. Zeus, qui se moque toujours du consentement et de la bienséance, se met à la tripoter sous la table. Métis, alarmé et qui a toujours un minimum de savoir-vivre, s'enfuit en dévalant le mont Olympe. Ça n'arrête évidemment pas Zeus qui part à sa poursuite. La pourchassant, il se transforme en taureau, puis en ours, puis en lion, puis en aigle. Métis se cacha finalement au fond d'une grotte. Zeus se changea alors en serpent, se glissant entre les rochers pour rattraper la déesse, glisser entre ses jambes et l'y embrasser. Alors c'est toujours un serpent, je le rappelle. Métis, exténué par la course et touché par la persévérance de Zeus, cède. S'ensuit alors un long moment de plaisir charnel entre le nouvel époux et sa mère adoptive. Oh, la morale des légendes mythologiques. Mais Zeus n'a pas l'esprit tranquille. En effet, il avait entendu de Phébé une prophétie qui annonçait qu'un des enfants de Métis renverserait son père. Jamais 203 comme on dit. C'est alors qu'ils échangeaient après leurs ébats que Zeus eut une idée. Métis le complimentait sur sa faculté à se métamorphoser. Zeus la charria, lui indiqua qu'il était si malin qu'il avait réussi à vaincre la divinité de la ruse à son propre jeu. Métis lui répondit que si elle l'avait vraiment voulu, elle aurait facilement gagné. En se changeant en mouche, jamais Zeus n'aurait pu l'attraper. Zeus lui ria au nez, lui déclarant qu'elle devait très mal le connaître pour affirmer cela. Métis, prête à relever ce défi, se changea en mouche. Aussitôt, Zeus se métamorphosa en lézard et d'un coup de langue, il goba la mouche. Tel père, tel fils finalement. Zeus put retourner fièrement sur le mont Olympe sans que personne ne remarque quoi que ce soit. Métis devait pas avoir beaucoup d'amis pour que personne ne remarque qu'elle a disparu. Le lendemain, Zeus avait un terrible mal de crâne. Ce n'était pas le mal de crâne d'une gueule de bois, mais une vraie grosse migraine qui te donne envie de t'arracher la tête. Et plus les jours passaient, plus la douleur s'intensifiait. Elle était tellement intense qu'elle faisait flancher le roi des dieux en personne. Il était même allé demander à Triton, le premier fils de Poséidon, de le noyer dans la mer. Malheureusement pour lui, ce dernier a refusé. Zeus est quand même prêt à bouffer son amante pour son trône, mais prêt à mourir pour une migraine. Le sens des priorités. Et Zeus en avait des raisons d'avoir mal au crâne. En effet, Métis a beau avoir été avalée, elle n'a pas été digérée pour autant. Et on peut dire qu'elle charbonne.
puisqu'il se trouve que le corps et le sang de Zeus sont tellement parfaits qu'ils sont constitués de tous les éléments chimiques, même les plus rares. Celle-ci était donc occupée à forger, dans le crâne de Zeus, des armes et armures. M'étonne qu'il avait mal au crâne, le bourru. C'est alors que Prométhée, grand ami de Zeus, eut une idée. Il la partagea à Héphaïstos, qui s'empressa de se mettre à ses fourneaux. Celui-ci revint avec une hache à double tranchant. Prométhée convainc Zeus que pour soulager ses migraines, il devait se mettre à genoux, lâcher ses tempes et croire en l'avenir. Et aussi fou que cela puisse paraître pour Zeus, il s'agenouilla. Puis, il lâcha ses tempes et seul lui sait s'il croyait en l'avenir ou s'il était juste résigné à en finir ici et maintenant. Héphaïstos se cracha dans les mains. Saisit la hache, la leva et l'abattit sur la tête de Zeus. Le coup lui fendit le crâne parfaitement en deux. L'horreur saisit les dieux qui étaient présents. Et il y a de quoi. Mais cette horreur fut vite remplacée par de la surprise et de la stupéfaction. Une pointe de lance émergeait du crâne de Zeus. Puis, les plumes d'un cimier apparurent. Finalement, ce fut une femme en armure qui sortit de ce crâne fendu. Zeus pencha la tête en avant. Était-ce de soulagement, de stupéfaction ou un symbole de soumission? Personne ne le sait. La déesse en descendit et se retourna pour faire face au roi des dieux. Cette femme n'était pas métisse, mais bel et bien sa fille, et donc la fille de Zeus. Équipée d'une lance, de plate et d'un casque à plumailles, elle regarda son père des yeux d'un gris rappelant l'orage. Il n'y eut aucun doute pour tous les dieux présents. Cette déesse était différente et se hissait de tout autre immortel. Héra comprit immédiatement que cette nouvelle déesse ne pouvait être que le fruit d'un adultère et la fille de Zeus, et que celui-ci avait dû avoir lieu autour de la date de son mariage. Toutefois, elle ne pouvait qu'admirer cette nouvelle déesse dont la puissance ne faisait aucun doute. Zeus, toujours à genoux, sourit chaleureusement à sa fille alors qu'un nom lui vint en tête, Athéna. Celle-ci, en signe d'approbation, lui sourit en retour. Athéna avait hérité de sa mère sagesse et ruse. Elle excellait dans de nombreux domaines et allait devenir la déesse de la stratégie guerrière, de la politique, des lois, de la justice et même de l'artisanat. Elle s'oppose à Arès, dieu de la guerre violente, de la bataille, des bagarres. Un bourrin, quoi. Elle devint également la représentante d'une forme d'amour et de beauté qui était jusque-là alors exclusivité d'Aphrodite. En effet, la beauté incarnée par Athéna est esthétique. Elle est la beauté comme idéal, à la différence d'Aphrodite dont la beauté est, elle, dans les formes plus superficielles. La beauté d'Athéna peut se manifester dans de nombreux arts, mais aussi dans la pensée ou dans le caractère. Quant à l'amour, celui d'Athéna n'a rien de charnel. Aujourd'hui, il s'agit de l'amour qu'on appelle platonique. Malgré tout cela, Athéna ne convoita pas le trône de Zeus. Elle devint même sa fille préférée. Encore de quoi faire rager Héra. Mais qu'en est-il de la prophétie de Phébé alors? Eh bien, on peut estimer qu'il s'agit de la toute première prophétie qui n'est pas claire, voire qui induit en erreur. Et il y en aura beaucoup d'autres. En effet, cette prophétie stipule qu'un enfant de métis renversera son père. Mais elle ne dit pas clairement qu'elle lui prendra son trône. On peut en effet considérer qu'Athéna renverse Zeus, non pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue grandeur, d'un point de vue puissance. Zeus était jusque-là incontestablement le plus puissant des dieux, et avec l'arrivée d'Athéna, cela n'est plus le cas. Et Métis dans tout ça, elle aurait très bien pu sortir avec sa fille, Athéna. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Eh bien, figurez-vous que ce choix est délibéré, et certains lui accordent même le crédit d'avoir lu en Zeus depuis le début et d'avoir fait exprès de se faire avaler. Métis aime Zeus, comme une amante, mais surtout comme une mère. Et aussi génial puisse-t-il être, elle sait qu'il a aussi de très gros défauts. Entre autres sa frivolité. Cette décision permet à Métis 3 choses. Première chose, Zeus ne peut plus lui faire d'avance. Fini le fricotage avec un mec marié. 2. Elle restera toujours auprès de Zeus. Celui qu'elle aime, c'est trop mignon.
3. Elle allait pouvoir devenir sa petite voix intérieure, celle qui le conseille quand il doute ou que ses instincts primaires reprennent le dessus. Et qu'on se le dise, avoir comme petite voix intérieure l'océanite de la sagesse et de la ruse, c'est quand même plutôt sympa. Le mariage de Zeus et Héra s'est donc conclu sur un adultère et probablement l'accouchement le plus étrange de toute la mythologie grecque. Une nouvelle déesse est née, et pas n'importe laquelle. Athéna allait évidemment devenir une olympienne, ce qui monte le compteur à 8 dieux. Mais Zeus a beau avoir gagné une petite voix intérieure pleine de sagesse, il ne va pas toujours l'écouter, surtout concernant l'adultère. D'ailleurs, celui-ci est déjà prêt à remettre le couvert.